Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Maxence Cordiès. Comment tu vas, Maxence? Très bien, toi. Ça va très très bien. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui pour pouvoir continuer ma série que j'ai commencé il y a quelques temps, pas une série de Netflix, hein, une série d'épisodes de podcast, à savoir sur l'énergie. On avait commencé avec Damien Salel sur le photovoltaïque. On a continué par Karim Megarbi sur l'éolien. Et on va continuer avec toi aujourd'hui pour continuer à parler d'énergie parce que c'est quand même le gros du sujet quand on parle changement climatique, climat, environnement, etc. C'est de comprendre ce que l'énergie, mais on va parler de nucléaire avec toi avant de parler de l'hydraulique dans un dernier épisode. Je suis très content de t'accueillir du coup aujourd'hui, mais avant de parler de ce sujet du nucléaire qui est primordial à comprendre aussi, je vais te demander de te présenter, Maxence. Donc, qui es-tu? Alors bonjour, tout d'abord, merci beaucoup à toi pour ton invitation dans le podcast. Alors je m'appelle Maxence Cordiez, à l'origine je suis ingénieur chimiste spécialisé en cycle du combustible nucléaire. J'ai fait un peu de physique neutronique en début de carrière et de thermohydraulique, donc en gros la physique au sein des réacteurs nucléaires. Et assez rapidement je suis passé sur des relations internationales, où j'ai passé 2 ans à l'ambassade de France à Londres. Et depuis 2018, je travaille pour un organisme public de recherche qui s'appelle le CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui est un grand organisme public de recherche spécialisé notamment dans les énergies bas carbone, donc nucléaire, solaire photovoltaïque, batterie, hydrogène, système énergétique. Et en parallèle de mes activités professionnelles, depuis quelques années, j'ai une activité personnelle de vulgarisation, pédagogie, on peut appeler ça comme on veut, sur les questions énergétiques et climatiques, sur les réseaux sociaux, via des conférences, des trucs comme ça. Je confirme, hein, je vous recommande de suivre Maxence sur les réseaux sociaux parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir lire ce que tu partages et c'est quand même, comme tu dis, tu es un bon vulgarisateur, hein. C'est aussi pour ça que j'ai la chance que tu acceptes mon invitation aujourd'hui. Je vous recommande aussi, je mettrai le lien dans la description, le livre que tu as sorti au Fake or Not, la même édition que Charlène Descolonges que j'avais également interviewé dans le podcast. Donc deux livres primes qui sont très intéressants, à savoir l'un sur l'eau avec Charlène et bien entendu toi sur l'énergie. Mais on va parler de donc l'énergie. Commençons sur le sujet. Avant de parler du nucléaire, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous remettre dans le contexte où est-ce qu'on en est actuellement sur le sujet énergétique et qu'est-ce qu'on doit potentiellement atteindre pour atteindre nos objectifs climatiques? Oh, vaste question. En fait, pour cadrer un peu le sujet, peut-être que le mieux c'est de recommencer de partir de ce qu'est l'énergie et de son rôle dans notre société. L'énergie en physique, c'est ce qui quantifie un potentiel de transformation. C'est-à-dire que dans l'univers, dès que tout n'est pas parfaitement froid et mobile, il y a des transferts énergétiques et ces transferts énergétiques quantifient le changement. Donc l'énergie, on peut la trouver sous différentes formes. Il y a par exemple l'énergie mécanique qui est associée à un mouvement, l'énergie thermique, c'est de la chaleur, l'énergie chimique qui lie les atomes dans les molécules. Donc quand on mange du sucre par exemple, ça va nous donner de l'énergie. En fait, on va récupérer de l'énergie qu'il y a dans les liaisons entre les atomes et ça va nous permettre de vivre. L'énergie nucléaire qui assure la cohésion interne du noyau des atomes et l'énergie électromagnétique, donc les rayons du soleil, l'électricité, etc. Ce qui a limité le développement de l'humanité pendant l'essentiel de son histoire, c'est l'accès à l'énergie mécanique. Si on veut transformer de l'environnement pour faire des biens et des services, donc par exemple, je sais pas moi, produire un objet en bois, un meuble en bois, on va aller dans une forêt, on va couper des arbres, on va les transporter jusqu'à un atelier, les débiter, produire le meuble. Tout ça, c'est de l'énergie mécanique. Et pendant l'essentiel de notre histoire, on a eu accès à la force humaine et animale. Donc, ce qu'on pouvait transformer, notre capacité de transformation de l'environnement en biens et en services, était très limitée. Au tournant des années 1000, on a commencé à développer de façon très significative les moulins à vent et à eau un peu partout en Europe. Ça a permis de développer les, de libérer des bras, d'avoir un grossissement des villes, développement de l'artisanat, une amélioration des conditions de vie, mais ça restait limité. Au XIXe siècle, on développe de façon tout à fait massive une machine, la machine à vapeur, et c'est ça en fait la révolution industrielle, qui permet de convertir de l'énergie thermique abondante en énergie mécanique qui était limitée. Et là, ça a complètement fait sauter un verrou. On a pu transformer des matières premières en biens et en services d'une manière inédite dans notre histoire.
Et en utilisant d'abord le charbon, puis le pétrole dans la mobilité, le gaz principalement à partir des années 70, le nucléaire aussi à partir des années 70, enfin 60-70 et notamment au moment des chocs pétroliers, l'hydraulique pendant tout le XXe siècle et plus récemment solaire et éolien. En fait, on a pu développer comme ça un système énergétique qui nous est extrêmement favorable et sur lequel s'appuie l'essentiel de nos acquis économiques et sociaux. Ce système énergétique repose encore aujourd'hui, j'ai quasiment fini, à 80% sur des combustibles fossiles, pétrole, gaz et charbon. Combustibles fossiles sont des combustibles carbonés issus du vivant. Et ça pose deux problèmes aujourd'hui, principalement. Un, c'est un problème de déchets. C'est l'accumulation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, principalement CO2 et méthane, émis par ces combustibles fossiles du fait de leur usage. Le deuxième, c'est l'épuisement de ces combustibles fossiles. Quand je dis épuisement, c'est pas que du jour au lendemain, il n'y en aura plus. C'est que progressivement, ils deviennent de plus en plus compliqués à aller chercher. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir une éviction progressive des services qu'ils rendent. Donc aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut se permettre de faire avec parce qu'ils coûtent pas cher, que demain on ne pourra plus se permettre. Et donc ça pose un certain nombre de questions sur des choses qu'on peut penser acquises. Et donc tout l'enjeu de la transition énergétique, on pourrait rajouter des enjeux de biodiversité, mais je vais simplifier, tout l'enjeu de la transition énergétique, ça va être de préserver le cœur des services rendus par les combustibles fossiles, en s'en passant pour des raisons climatiques et des raisons d'épuisement. Et du coup, est-ce qu'on peut déjà merci pour le récap. Donc c'est important de, comme tu dis, de revoir ce fil conducteur qui arrive aujourd'hui, à savoir 80% du coup de notre énergie est basée sur le fossile. L'objectif, bien entendu, climatique, comme tu disais, c'est de s'en passer. Donc se passer de ces 80% là sans changer drastiquement de vie, hein, même si on va bien entendu évoluer, faire de la sobriété, etc. On va en parler bien entendu au fur et à mesure de notre échange aussi. Mais on retournera pas à avant 1900, avant l'utilisation de la machine. On continuera dans tous les cas à utiliser des machines. Euh, Quels sont on va parler France, hein, même si on va parler du coup de prévision France et on parlera peut-être aussi à la fin de la partie plus monde pour comprendre où est-ce qu'on peut situer avec l'énergie et aussi avec la partie nucléaire. Mais les personnes qui sont en dehors de France et qui seraient intéressées, c'est aussi intéressant de comprendre le cas français aussi on va en discuter là maintenant pour voir comment est-ce qu'on peut aussi adapter dans d'autres environnements. Donc si on se rebase sur la France, sur les scénarios qui existent pour justement faire décroître ces énergies fossiles. On a notamment les scénarios de RTE, donc à savoir le réseau de transport électrique en France, qui sont vraiment des experts sur le sujet. Il y a du coup 6 scénarios qui ont été présentés il y a quelques années maintenant par RTE. 6 scénarios, 3 uniquement avec des énergies renouvelables, 3 avec également du nucléaire, si je me trompe pas, hein, tu me rediras exactement sur le sujet. Est-ce que tu peux parler un peu de ces scénarios brièvement, présenter particulièrement ceux sur le nucléaire, pour qu'on puisse après embrayer sur le sujet bien entendu du nucléaire. On pourra aussi reparler de la partie énergie renouvelable, même si on avait déjà un peu commencé à parler avec Damien notamment. Bien sûr. Avant de parler des scénarios de RTE, peut-être un point de vigilance sur les scénarios en général. Ouais. Des scénarios ne sont jamais des futurs possibles pour deux raisons. C'est que un scénario, aussi sérieux soit-il, une modélisation ne peut pas prendre en compte le, le, l'entièreté du fonctionnement du monde dans toute sa complexité. Il y a des choses qui sont bien modélisées, il y en a d'autres qui le sont moins. Pour prendre un exemple, les rétroactions économiques des scénarios d'évolution du bouquet énergétique sont très mal, voire pas prises en compte. C'est-à-dire qu'on dit au scénario qu'on aura une croissance, allez, je dis une bêtise, de 10 points, une croissance de 10%, bon, en pratique c'est beaucoup moins, jusqu'en 2050, 70 qu'on veut, et le scénario va pas remettre ça en question. Donc on peut imaginer un cas extrême où on sortirait complètement de l'énergie et on a toujours de la croissance économique, ce qui est pas possible en fait, parce que si on sort de l'énergie, c'est-à-dire il n'y a plus de machines qui tournent, donc on produit plus rien. Mais le scénario va pas remettre ça en question parce que la croissance économique c'est une donnée d'entrée, on lui donne ça, c'est pas quelque chose qui nous renvoie après calcul. Donc il y a des choses qui sont plus ou moins bien modélisées. Et deuxième chose, les hypothèses. On est obligé de prendre des hypothèses quand on fait un scénario et elles sont nécessairement discutables.
Combien coûtera l'électricité solaire photovoltaïque en 2030? Quelle sera l'acceptabilité de l'éolien en 2030? Quelle sera la capacité industrielle de la filière nucléaire à produire des réacteurs en 2030? Quelle sera l'acceptabilité de la flexibilité ou de la sobriété? Combien de bâtiments on pourra isoler? Sous quelles conditions? Jusqu'à quel niveau d'efficacité? Tout ça, on peut avoir des objectifs politiques, on peut mettre des moyens, mais quel sera le réaliser, ça on peut pas le savoir. Donc à un moment, il faut prendre une hypothèse et se dire bon bah on va réussir à tel degré de notre politique d'isolation des bâtiments, on sera capable de multiplier par 2 ou 3 le parc éolien, mais sous telles conditions de prix, mais tout ça est bien entendu discutable. Donc si je dis ça, c'est important, c'est que un scénario doit toujours être manipulé avec précaution et il faut toujours regarder quelles sont les conditions qui sont conservatives entre guillemets, c'est-à-dire pour lesquelles il n'y a pas trop de risques qu'on les atteigne, et celles qui présentent un niveau de risque beaucoup plus élevé. Et en fait, c'est là qu'est tout le débat quand on compare des scénarios. Donc RTE a effectivement présenté donc en 2021 plusieurs scénarios. Alors plusieurs scénarios côté demande, avec une trajectoire de référence, une trajectoire, un scénario de réindustrialisation profonde, donc avec une demande d'électricité plus importante du fait de la réindustrialisation, et un scénario de sobriété avec une demande plus faible. Ce sont des scénarios pour le système électrique qui aujourd'hui représente 25% de notre approvisionnement énergétique final en France et qui devrait représenter 55% en 2050, donc plus d'électricité et une plus grosse part de l'électricité dans notre approvisionnement énergétique en 2050, parce que l'électricité, c'est le vecteur énergétique le plus facile à décarboner avec l'éolien, le solaire, le nucléaire, etc. Et en parallèle de ces scénarios de demande, des scénarios d'offres, 3 avec nucléaire et 3 sans nucléaire, ce qui était une demande du gouvernement. Quand on regarde les scénarios avec nucléaire, même les scénarios avec le plus de nucléaire, on voit qu'il va falloir développer de façon très significative les renouvelables. Alors de mémoire, dans le scénario avec le plus de nucléaire, il faut multiplier par 7 le parc solaire photovoltaïque, par 2,5 le parc éolien à terre. Il faut de mémoire toujours développer 22 gigawatts d'éolien en mer. 22 gigawatts en puissance installée, c'est un tiers du parc nucléaire actuel, sachant que pour l'instant on n'a quasiment pas d'éoliennes en mer en France. En parallèle de ça, il va falloir développer de la flexibilité de la demande, c'est-à-dire que des gens acceptent de consommer à certains moments plutôt qu'à d'autres. Alors là encore, avec des hypothèses derrière, donc RTE a pris des hypothèses assez conservatrices sur sur ça, donc c'est-à-dire qu'il ne parie pas sur des efforts significatifs de la part de la population, c'est plutôt sur des nouveaux usages type la recharge des véhicules, qu'on table sur le fait que les gens les chargeront à certains moments plutôt qu'un autre, mais c'est pas quand même acquis. Et côté demande, par exemple, il y a un succès des politiques d'isolation. Donc en 2050, tous les bâtiments sont classés en catégorie A ou B en termes d'efficacité, ce qui là pour le coup est une gageure. Et donc, ce qu'on peut retenir de ces scénarios, c'est que si ils ont aussi fait, RTE a aussi fait des scénarios sans nucléaire, dans ce cas-là, il faut développer de façon beaucoup plus significative les renouvelables. Avec des trajectoires qui vont au maximum, voire au-delà de ce qui semble réaliste d'attendre des filières, de l'acceptabilité par les populations. Et en parallèle de ça, il va falloir développer entre 20 et 30 gigawatts de centrales à gaz, en faisant le pari qu'en 2050, ces centrales tourneront peu et uniquement avec des gaz bas carbone, biogaz, hydrogène, ce que RTE qualifie de pari technologique lourd, parce que l'hydrogène, il reste à démontrer notre capacité à le produire à grande échelle, à le stocker durablement à grande échelle, etc. Ce qu'on peut retenir, c'est que sur le papier, si on veut se passer d'une source d'énergie bas carbone, alors RTE a étudié sans nucléaire, mais ils auraient pu faire le même type d'études sans éolien à terre, ou sans solaire photovoltaïque, ou sans éolien en mer, sur le papier, on peut trouver des scénarios qui permettent de décarboner comme ça. En pratique, même en gardant toutes les énergies, donc en éliminant aucune, ça va être difficile. Et il va falloir développer de façon significative toutes les énergies. Mais en plus de ça, il va falloir anticiper l'échec d'une ou de plusieurs trajectoires. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'isolation des bâtiments, on peut s'attendre à ne pas atteindre nos objectifs, parce que les objectifs sont très largement au-dessus de ce qu'on arrive à faire actuellement. Sur l'éolien à terre, il y a une question d'acceptabilité. Jusqu'où est-ce qu'on sera prêt à aller, sachant que l'opposition est en train de grandir.
Sur le nucléaire, il y a une question industrielle. Est-ce qu'on sera capable de construire autant de réacteurs qu'on le prévoit? Sur la flexibilité, pareil, il y a des interrogations. Donc en fait, à la fois côté économie d'énergie, donc côté demande, il va falloir aller plus loin en faisant des efforts à la fois sur l'efficacité, c'est-à-dire l'amélioration des systèmes pour qu'ils consomment moins d'énergie, et la sobriété, réorganiser, faire des efforts pour moins consommer si on veut, et sur la production pour surdimensionner chaque filière, photovoltaïque, éolien, nucléaire. Puis après, si on sort de l'électricité, aussi biogaz, géothermie, enfin toutes les sources d'énergie bas carbone non électrique, Mm. pour pouvoir compenser des défaillances qu'il pourrait y avoir sur telle ou telle trajectoire. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à faire autant que prévu sur, je sais pas moi, l'éolien terre, bah on pourra compenser avec d'autres. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est important déjà de remettre, disons, tout ça au centre et de se dire, ok, en effet, ça va être difficile de se passer de quelque chose. Et c'est aussi ce que j'essaie de faire comprendre aussi dans le podcast, de dire, bah, ce sera pas 100% énergie Mm. renouvelable, ou même, on en discutait avec Damien ou Karim, hein, l'objectif, c'est pas de se dire, de partons sur ces scénarios-là, parce qu'ils sont, Mm. comme tu disais, en plus les plus risqués. D'une part, même si c'est potentiellement faisable en termes de scénario, mais ça reste des scénarios. Et donc, il faut aussi, au vu du sujet qu'on a, de pouvoir utiliser davantage d'électricité au global et se passer des énergies fossiles qui nous ont fait arriver à l'état dans lequel on est et résoudre le changement climatique ou en tout cas le Mm. réduire, enfin le limiter. On ne peut pas se passer de quelque chose, de quelque énergie que Mm. ce soit. Donc c'est important de le rappeler. Merci pour ce récap. Ouais, Euh, peut-être pour aller dans ton sens, même en France, en fait, la France reste essentiellement dépendante des combustibles fossiles. On a souvent tendance à se focaliser sur le nucléaire parce qu'effectivement, la France a plus de nucléaire que d'autres pays et la France, l'énergie nucléaire représente l'essentiel de la production d'électricité en France, à peu près 70%. Mais l'essentiel de l'énergie consommée en France, ça reste des combustibles fossiles parce que l'électricité, c'est que 25% de l'énergie finale qu'on consomme. 60% de l'énergie finale consommée en France vient des combustibles fossiles, 40% pour des carburants pétroliers et 20% pour du gaz fossile. Ce qui présente là aussi double problème sur le climat et sur notre sécurité d'approvisionnement dans un contexte où on s'attend probablement à une crise mondiale sur le pétrole dans les années à venir et où pour le gaz de manière il y a aussi un risque d'approvisionnement là plus à l'échelle du continent, avec le déclin des extractions gazières européennes depuis une vingtaine d'années, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la cessation par la Russie de l'essentiel de la livraison du gaz vers l'Union européenne. Donc là, il y a un vrai enjeu, même en France, même avec le nucléaire, en fait, pour se passer des combustibles fossiles. Et même en France, ça reste une gageure. Et en plus de ça, ce parc nucléaire et les énergies renouvelables dont on dispose aujourd'hui vont devoir être renouvelés dans les décennies à venir. Tout ce dont on bénéficie aujourd'hui ne peut pas être tenu pour acquis mm, indéfiniment. c'est sûr. Je te propose maintenant de rentrer dans le nucléaire après Mm. ce récap de contexte au global qui est important, histoire de pouvoir comprendre aussi de ce qu'on va parler maintenant. Euh, sur le nucléaire, est-ce que tu peux nous réexpliquer comment est-ce que ça marche? Vaste question. La- une centrale nucléaire, dans le fonctionnement, c'est un petit peu comme une centrale à charbon. C'est-à-dire qu'il va y avoir une source de chaleur qui va permettre de faire chauffer de l'eau, de la faire bouillir. En vaporisant de l'eau, elle va prendre plus de place. Donc ça va créer une poussée. En gros, quand on transforme de l'eau liquide en vapeur, ça prend plus de place. Donc en prenant plus d'espace, ça crée une poussée. Cette vapeur, on va la faire passer dans une turbine, ça entraîne un mouvement de rotation qui ensuite va entraîner le rotor d'une génératrice d'électricité. Et donc c'est comme ça qu'on produit de l'électricité. La différence entre une centrale à charbon ou à gaz ou à pétrole et une centrale nucléaire, c'est la source d'énergie. Dans une centrale à charbon, on va utiliser de l'énergie chimique liée à la combustion d'hydrocarbures. Donc on a des molécules carbonées plus ou moins longues si c'est du charbon, plus courtes si c'est du pétrole voire du gaz, qu'on va brûler. Donc brûler, c'est-à-dire on va les oxyder, ça va faire du CO2 et de la chaleur. Et c'est ça qu'on va récupérer.
On peut aussi faire fissionner des atomes lourds et instables, notamment des atomes d'uranium. L'uranium, c'est un métal, c'est pas un combustible fossile. Et en faisant fissionner ces atomes, on va récupérer de l'énergie de liaison nucléaire, donc qui est liée à l'interaction forte qui assure la cohésion du noyau des atomes. Et cette énergie est extrêmement dense. En gros, il y a à peu près autant d'énergie dans une pastille de 7 grammes d'uranium enrichi que dans une tonne de charbon. Et donc là, il n'y a pas de combustion en fait, il n'y a pas d'émission de CO2. On va faire fissionner des atomes lourds en atomes plus légers, d'un peu toute la classification périodique. Donc ça va produire à peu près tous les éléments de la classification périodique. Et ça produit de la chaleur. Donc ça permet de faire chauffer l'eau d'un circuit primaire qui, dans la plupart des centrales, et notamment la totalité des centrales françaises, est sous pression. Donc dans le circuit primaire d'une centrale nucléaire, l'eau est à 300 degrés liquide car à 155 bars, donc 155 fois la pression atmosphérique. Ok. Ensuite, il y a un échangeur de chaleur qui permet de générer de la vapeur dans un circuit secondaire, et cette vapeur va entraîner une turbine, puis un alternateur qui produira de l'électricité. Ensuite, la vapeur qui est détendue, donc qui n'a plus d'énergie mécanique à fournir, est liquéfiée dans un condenseur, et elle va retourner dans l'échangeur pour être de nouveau vaporisée. Et voilà. Ok. À la base de cette chaîne-là, on a donc du coup l'uranium, Mm. dont tu parlais, qui est du coup un métal. À quel point c'est, avant de parler de la partie déchets, etc., euh, à quel point c'est présent sur Terre, ce métal, à quel point c'est facile d'en avoir, que ce soit en France ou à l'étranger de manière globale, où est-ce que c'est présent. Et voilà. Alors, l'uranium, on en a extrait en France, on en extrait plus en France. C'est un métal qui est quand même relativement abondant sur Terre, donc ça, il n'y a pas il y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Les principales réserves aujourd'hui sont, alors les trois en tête, ça doit être l'Australie, et ensuite, je sais plus si c'est Canada ou Kazakhstan, mais c'est l'un des deux. Le premier producteur au niveau mondial, ça doit être le Kazakhstan, suivi par Australie et Canada. Enfin, je sais plus dans quel ordre. Ensuite, il y a quelques États africains, le Niger, le Gabon qui en produisaient. Bon, c'est l'autre partie de la question, c'était. Non, mais c'était pour savoir du coup si c'était abondant et d'où ça venait quoi en Ah fait. oui. À quel point, ouais. Sur l'abondance, là, tous les 2 ans, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui dépend des Nations Unies, c'est une agence des Nations Unies, et l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE publie un rapport sur les réserves d'uranium. Et dans le dernier rapport qui date de 2022, ils expliquent qu'on a à peu près 135 ans de réserves d'uranium à consommation actuelle, sachant que de rapport en rapport, ces réserves-là se maintiennent parce que on découvre des nouvelles réserves, et après on cherche peu sur Mm. de l'uranium. Le cours de l'uranium est assez faible, on cherche peu. Donc il y a deux paramètres à prendre en compte, c'est que si le parc nucléaire doit être multiplié parce que les États commencent à développer de façon très significative le nucléaire pour se passer des combustibles fossiles, les réserves vont se réduire. Typiquement, si on multiplie par 2 le parc nucléaire, les réserves sont divisées par 2 mécaniquement. D'un autre côté, vu qu'on cherche peu, on en trouve peu. Et si on cherchait davantage, on en trouverait davantage. Donc il y a un peu ça ces deux paramètres qui se compensent. Après, la ressource en uranium n'est pas une préoccupation majeure pour l'industrie nucléaire pour deux raisons. À combustible fossile. En gros, ce qui coûte cher dans l'énergie nucléaire, c'est de construire la centrale et de financer la construction de la centrale. Après, le combustible en lui-même, c'est 10% en gros du prix du mégawattheure, et la matière dans le combustible, c'est-à-dire l'uranium, c'est Mm. 5%. Donc en gros, entre le 5% et le 10%, ça va être l'enrichissement et la fabrication des assemblages de combustible. Donc ça, c'est de la manufacture. Mais l'uranium en lui-même, c'est en gros 5% du prix du mégawattheure. Donc même si le cours de l'uranium double, voire triple, ça affecte peu le prix du mégawattheure électrique, contrairement à un doublement ou triplement du prix du gaz, qui lui se ressentira quasiment
quasiment en l'état dans le prix du mégawattheure électrique. Ça, c'est un premier paramètre. Deuxième paramètre qui fait que sur le nucléaire, on a des moyens de mieux gérer la ressource, c'est que il existe vu que c'est une forme d'énergie extrêmement concentrée, on en consomme peu et on a des stocks stratégiques qui sont beaucoup plus importants. Typiquement, en France, on dispose sur le territoire d'une vingtaine d'années de stocks stratégiques, avec 9 ans mobilisables rapidement. C'est l'uranium déjà enrichi, c'est l'uranium naturel, c'est le combustible qui est déjà prêt et en attente d'être chargé. Et on a 11 ans de réserve via l'uranium appauvri qui pourrait être réenrichi, mais il faudrait redévelopper des nouvelles capacités d'enrichissement, et l'uranium de retraitement qui lui aussi peut être réenrichi en développant des nouvelles capacités d'enrichissement. Et enfin, pour mieux exploiter la matière, on peut aussi développer ce qu'on appelle des réacteurs de 4e génération. Actuellement, dans les réacteurs, on ne peut utiliser qu'un type d'uranium. Il y a 2 types d'uranium dans la nature. L'uranium 235, c'est 0,7% de l'uranium qu'on extrait. L'uranium 238, qui lui n'est pas fissile, et c'est 99,3% de l'uranium qu'on extrait. Donc, si on développe des réacteurs de 4e génération à neutrons rapides, et on en a déjà exploité, et certains pays en exploitent des réacteurs à neutrons rapides. Donc la France a exploité les réacteurs Rhapsody, Phoenix, Super Phoenix. La Russie exploite un réacteur de 600 MW, un réacteur de 800 MW, BN600, BN800. La Chine aussi en exploite. L'Inde. Donc ce sont pas des technologies futuristes. Et ça permet de brûler tous les atomes lourds, tous les isotopes lourds. Et donc on peut, à partir d'une certaine quantité d'uranium extrait du sol, récupérer quasiment 100 fois plus d'énergie que ce qu'on récupère actuellement. Donc avec ces technologies-là, rien qu'avec les stocks de matière dont on dispose sur le territoire français, on peut tenir plusieurs milliers d'années. Donc avec ça permettrait d'ailleurs progressivement de cesser les importations d'uranium et de mieux gérer les stocks de combustibles usés notamment et de matières sur notre territoire. Euh, Tu parles depuis tout à l'heure d'uranium enrichi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une excellente question. Si on remonte un peu, en fait, il y a donc ce que j'expliquais juste dans la question Hmm. précédente, on a 2 isotopes de l'uranium, uranium 235 et uranium 238. L'uranium 235 est plus instable que l'uranium 238. Alors, je saurais plus dire les demi-vies des deux. De mémoire, l'uranium 238, je crois qu'il doit avoir une demi-vie de plusieurs milliards d'années, peut-être. Bon, j'ai un doute, je vais pas dire de bêtises. L'uranium 235 a une demi-vie qui est extrêmement longue, sinon il n'y en aurait plus sur Terre, mais qui est quand même inférieure. Donc, depuis la création de l'uranium dans les étoiles, en fait, ça c'est de la nucléogénèse stellaire. Tous les éléments de la classification périodique ont quasiment été créés dans des étoiles à partir de l'hydrogène. On pourrait y venir plus tard si ça m'intéresse. Et donc, depuis cette création-là, la proportion isotopique change et il y a de moins en moins d'uranium 235 dans l'uranium qui est présent sur Terre. Cela explique que des réacteurs nucléaires naturels aient pu exister par le passé. Par exemple, à Oklo, au Gabon, il y a des réacteurs nucléaires, donc des réactions de fission nucléaire naturelle qui ont existé il y a très longtemps de cela. Donc à un moment où la teneur en uranium 235 était plus élevée dans l'uranium, à un endroit où la concentration en uranium de la Terre est élevée et où il y avait des infiltrations d'eau qui permettaient de ralentir les neutrons pour que les réactions puissent avoir lieu. Aujourd'hui, si on veut faire un réacteur donc pour faire un réacteur, il va falloir ralentir les neutrons. Il y a plusieurs moyens pour ça, soit du graphite, soit par collision avec sur des atomes d'hydrogène. Donc on peut utiliser de l'eau. Le problème, c'est que si on fait ça avec de l'uranium naturel, de l'uranium directement extrait du sol, il n'y a pas assez d'isotopes 235 pour que le côté absorbant de l'eau puisse permettre la réaction. Donc deux options possibles, les deux ont été explorées. Soit on va utiliser de l'eau qui absorbe moins les neutrons, c'est ce qu'on appelle de l'eau lourde, de l'eau dans laquelle on remplace l'hydrogène par un isotope moins absorbant de l'hydrogène qui est du deutérium. Donc peut-être certains auditeurs ont entendu parler de la bataille de l'eau lourde
la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que certains concepts de réacteurs, pour utiliser directement de l'uranium naturel, utilisent de l'eau lourde. Donc, par exemple, les Canadiens fonctionnent toujours avec des réacteurs à eau lourde. L'autre option, c'est d'enrichir l'uranium en isotope 235. Donc actuellement, quand on extrait de l'uranium du sol, il y a 0,7% d'uranium 235 et 99,3% d'uranium 238. On peut enrichir l'uranium en isotope 235 pour qu'il devienne fissile en réacteur avec une modération, donc un ralentissement des neutrons avec de l'eau normale. Et donc pour enrichir cet uranium, il y a plusieurs méthodes qui existent. Celle qui est utilisée, qui doit quasiment être la seule utilisée au monde actuellement, c'est par ultracentrifugation. Donc on passe l'uranium en phase gazeuse, on centrifuge. Les isotopes lourds d'uranium 238 se retrouvent à l'extrémité de la centrifugeuse parce qu'ils sont plus lourds. Et ceux qui sont plus légers, le 205, se retrouvent au milieu de la centrifugeuse. On extrait, et puis comme ça, via des cascades de centrifugeuse, on peut enrichir l'uranium. Ok. Et, euh, et question peut-être bête, mais comment est-ce qu'on se retrouve du coup, on va en parler maintenant, à avoir on parle du coup de déchets nucléaires. Pourquoi est-ce que quand tu parles t'as à la base un métal qui Mm. euh, pas un déchet nucléaire en tant que tel, hein, on vit avec depuis longtemps, même s'il est enfoui, Mm. j'imagine, à certains endroits. Ou peut-être pas, que je me fais une idée que si Mm. c'est quand on ouvre la mine, on est où là, qu'est-ce qui se passe. euh, Comment est-ce qu'on se retrouve du coup avec ces déchets-là et quel type de déchets on a, on en parlera aussi juste après. Alors oui, enfin l'uranium, il est dans le sol, hein, comme Mm. n'importe quel minerai, je sais pas, de titane, de tungstène, de fer, de chrome, enfin de n'importe quel métal en fait qui est présent en différentes concentrations à différents endroits sur Terre. Quand on passe cet uranium en réacteur, comme je te le disais tout à l'heure, il va fissionner et il va former d'autres produits. Alors, une partie de cet uranium va absorber des neutrons sans fissionner, ce qui va permettre de faire d'autres isotopes lourds, mais qui n'auront pas fissionné, donc notamment du plutonium, du neptunium, de l'américium, du curium, du californium, enfin ce qu'on appelle les transuraniens. Et une partie de l'uranium va fissionner, c'est-à-dire va être cassé en deux, voire en trois, mais la plupart du temps en deux, qui va donner des éléments plus légers. Donc, si on a un combustible qui fait 100% d'uranium qu'on passe en réacteur, donc il va rester 3-4 ans en réacteur, quand on va le sortir du réacteur, il va contenir 95% toujours d'uranium, avec une concentration en uranium 235 qui aura diminué par rapport à l'uranium 238, parce que comme je l'expliquais Ouais, tout à l'heure, ce qui est fissile, c'est le 235 et pas le 238. Il y a 1% de plutonium qui aura été créé en réacteur. Alors, le plutonium, c'est un isotope qui n'existe pas parce qu'il est trop réactif sur Terre. Tout le plutonium qui est créé dans les étoiles, qui a été créé en même temps que l'uranium, il a disparu depuis. Bah là, en réacteur, on en recrée. Et des transuraniens, des actinides mineurs. Différentes stratégies existent dans le monde. Certains pays considèrent le combustible usé directement comme un déchet et vont le traiter, le stocker directement comme un déchet. La France a fait le choix de retraiter le combustible. C'est-à-dire que on emmène le combustible à l'usine de La Hague, où l'uranium va être séparé, le plutonium va être séparé et tout le reste va être mis de côté. L'uranium va servir à refaire du combustible, ce qu'on appelle le combustible uranium de retraitement. Donc, il va être réenrichi pour refaire du combustible à l'uranium. Le plutonium va servir à faire ce qu'on appelle du combustible MOX, mixed oxide. Donc, on va mettre le plutonium avec de l'uranium appauvri, c'est-à-dire de l'uranium 238 qui va juste servir de matrice. Il va être là entre guillemets pour faire joli. Ce qui va produire l'énergie dans le réacteur, ça va être le plutonium. Et les 4% qui restent, donc actine mineure, produit de fission, ça c'est le déchet ultime qui va être vitrifié. Donc, on va mélanger ces éléments à du verre à l'échelle atomique. Donc, faut pas imaginer une bouteille de verre avec du liquide ou du gaz à l'intérieur. C'est pas du tout ça. C'est du verre plein où à l'échelle atomique, les isotopes radioactifs vont être mélangés à du verre, coulés dans des fûts en acier inoxydable, qui sont mis ensuite à refroidir parce que là-dedans il y a beaucoup d'isotopes différents. Il y en a qui sont très radioactifs très peu de temps, d'autres qui sont beaucoup moins radioactifs beaucoup plus longtemps. Donc, plus on attend, plus ceux qui sont très radioactifs peu de temps vont disparaître, et plus ces colis de déchets vont refroidir. Et à terme, on pourra les stocker
dans des centres de stockage géologique. Donc en France, ce sera à Bure, le centre CIGEO, dans une couche d'argile étanche à 500 mètres sous terre. Alors quel est l'intérêt de retraiter le combustible? Déjà, ça permet une économie de matière. Donc 10% de l'électricité nucléaire en France est produite à partir de matières recyclées, du plutonium. Donc ça permet déjà d'économiser de l'uranium et des extractions. Deuxièmement, ça permet de réduire la radiotoxicité de long terme des déchets. Si on considérait le combustible usé comme un déchet, c'est-à-dire qu'on considérait à la fois l'uranium, le plutonium et tout le reste comme déchets. Déjà, ça fait plus de masse à considérer comme déchet. Ensuite, ce qui fait l'essentiel de la radiotoxicité de long terme d'un déchet, c'est le plutonium. Le plutonium a une durée de vie très longue. Il y a des isotopes du plutonium, notamment le 239, qui sont peu radioactifs très longtemps. Donc, si on le laisse dans le déchet, le combustible usé va retrouver un niveau de radiotoxicité comparable à celui du minerai d'uranium qu'on extrait de la mine au bout de plusieurs centaines de milliers d'années, à l'issue d'une décroissance exponentielle. Si on enlève le plutonium, il va retrouver ce niveau de radiotoxicité au bout de 10 000 ans environ. Donc on a quand même fortement réduit la radiotoxicité. Et encore une fois, il ne faut pas imaginer que le combustible, enfin le déchet va rester hyper radioactif pendant 10 000 ans et puis pouf, ça tombe. En fait, c'est une décroissance exponentielle. Donc il va perdre beaucoup de radiotoxicité au départ, puis de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Donc déjà, ça permet de réduire la radiotoxicité, de mieux utiliser les matières. Et 10 000 ans, ça peut paraître être une période très longue, mais en fait, le retraitement permet aussi de conditionner les déchets sous une forme qui soit compatible avec ces échelles de temps. Le verre, c'est une matrice chimiquement extrêmement stable. Il y a quasiment rien qui l'attaque, on peut pas très difficilement le corroder. On retrouve des bijoux en verre qui ont été perdus par terre il y a plusieurs milliers d'années et qu'on retrouve aujourd'hui. Donc si on met pas du verre dans la mer ou avec le ressac qui va être usé, globalement il y a pas grand chose qui l'attaque. Donc des cylindres en verre dans des conteneurs en acier inoxydable, dans des surconteneurs en acier noir. Donc acier noir c'est de l'acier oxydable, mais l'avantage c'est que c'est une oxydation homogène. L'acier inoxydable c'est une corrosion par piqûre, c'est-à-dire que l'essentiel va rester non atteint et quand ça va corroder ça va faire une corrosion traversante. L'acier noir qui est de l'acier qui se corrode de façon uniforme. Donc en gros, si on veut que ça résiste tant de temps dans telle condition d'humidité, il faut mettre tant de centimètres. Donc c'est assez facile à mesurer. Donc sur conteneur en acier noir, dans une couche d'argile étanche, ce qui permet d'éviter les infiltrations d'eau, à un endroit où il n'y a pas de ressources naturelles qui pourront inciter les gens à aller chercher. Voilà, ces colis de déchets resteront là et on peut assurer leur confinement sur des échelles de temps qui vont bien au-delà de 10 000 ans. Et alors, on peut, une question qui revient souvent, c'est oui, mais si des gens forent à cet endroit-là, bah là encore, l'avantage d'avoir du verre, c'est qu'il n'y a pas d'effluent liquide ou gazeux. C'est-à-dire que si quelqu'un fort, il va pas y avoir une explosion de matière radioactive. Globalement, au pire, ils vont forer dans du verre. Donc il y aura du verre brisé, mais il y a pas de la radioactivité reste quand même confinée. Et on peut supposer que si quelqu'un est capable de forer à 500 mètres sous terre, c'est quand même qu'ils ont accès à certaines technologies qui leur permettront de se poser des questions s'ils tombent sur un truc un peu étonnant. Oui, non, c'est sûr que Enfin, s'ils le font, c'est que on c'est part voulu, pas avec quoi. une pelle à 500 mètres sous terre. S'ils le font, c'est que c'est voulu, hein. C'est, à mon avis, si tu fais ça, comme tu dis, si tu as cette technologie-là, tu es censé être au courant Mm. qu'il y a ce type de déchets. Par rapport à cette radioactivité, qu'est-ce qui fait que c'est radioactif? C'est le procédé, enfin, c'est le plutonium qui est de base radioactif qui fait qu'on a du coup ces déchets-là, ou c'est ce qu'on a fait comme procédé, à savoir de prendre de l'uranium, de prendre l'uranium enrichi, etc. Et tout ce procédé-là qui fait qu'on a accéléré cette radioactivité. Enfin, c'est quoi qui rend la chose dangereuse, disons? Alors, il y a beaucoup d'éléments sur Terre qui ont pu exister ou existent, mais tous n'ont pas la même stabilité. C'est-à-dire que, en simplifiant, pour qu'un élément soit stable, donc dans le noyau d'un atome, il y a des neutrons et des protons.
il faut qu'il y ait un rapport, un certain rapport entre nombre de protons et nombre de neutrons, donc avec un petit peu plus de neutrons que de protons, mais pas beaucoup plus. Et il faut que le noyau soit pas trop gros. C'est-à-dire que les noyaux stables vont jusqu'au plomb et bismuth, et au-delà c'est instable. Donc si on a un atome qui a plus de protons, donc un déficit en neutrons, ou trop de neutrons, donc un déficit en protons, ou qui est trop lourd, il est globalement instable. La plupart des éléments, enfin les éléments qui sont trop instables, qui ont été produits naturellement dans les étoiles, ont disparu. Par contre, il y a quand même des éléments instables qui sont produits naturellement. Par exemple, le carbone 14, qui est un élément radioactif avec une durée de vie d'un peu plus de 5000 ans, 5700 ans, si je me souviens bien, est produit dans la haute atmosphère. Des atomes d'azote dans l'atmosphère capturent des neutrons qui sont produits par des réactions de corrélation, mais peu importe. Et donc, du carbone 14 est produit dans l'atmosphère. Ça peut pas être du carbone qui est issu de la nucléogénèse stellaire, parce que quand les atomes ont été créés, ça fait bien trop longtemps. Tout le carbone 14 qui a été créé à ce moment-là a disparu. Mais il y a une création permanente, et c'est d'ailleurs ça qui permet de faire des datations au carbone 14. Il y a une création en permanence de carbone 14 dans l'atmosphère. Quand on mange du carbone, donc on ingère du carbone 14. Quand on meurt, on arrête d'ingérer du carbone 14. Donc la proportion diminue, et c'est ça qui permet après de faire des datations, donc de savoir que quand on Hmm. retrouve, je sais pas, un arbre, une personne euh, dans dans des sépultures qui ont 3000, 4000, 5000, 10 000 ans, bah, on peut faire des datations au carbone 14. Dans un réacteur nucléaire, on va faire fissionner des atomes très lourds, donc des atomes instables qui sinon auraient disparu sur des périodes de temps qui sont extrêmement longues, parce qu'ils sont encore là. Quand on va les produits de cette fission-là, ça va être des éléments un peu partout dans la classification périodique, notamment avec des isotopes qui vont être plus ou moins stables. Certains sont très instables, parce qu'ils ont beaucoup trop de neutrons, beaucoup trop de protons, par exemple. Et donc, avec des périodes très courtes, ils vont se rapprocher de la stabilité progressivement. Et plus ils vont se rapprocher de la stabilité, plus leur période, leur durée de vie va être, euh, va être longue. Et à chaque fois qu'il va y avoir une réaction qui va les rapprocher de la stabilité, ils vont émettre de l'énergie sous forme de rayonnement. Donc ça peut être soit l'émission de particules, alors pour les éléments lourds, ça peut être des émissions de particules alpha, mais sinon des électrons, des positrons ou des rayons gamma. Et donc c'est ce qui fait la radioactivité. Et, euh, et ce sont ces rayonnements qui sont dangereux et dont il faut se prémunir quand on manipule des matières radioactives. Je ne sais pas si Si, si, l'explication si, si. était claire ou pas. Si c'est pas Si, clair, si, n'hésite si, 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 pas. si, si, mais du coup, c'est très clair. Donc, en fait, c'est deux différentes stabilités qui font qu'ensuite on a cette radioactivité-là, et le fait de l'avoir activée encore plus, on a encore créé davantage d'éléments potentiellement Mm. radioactifs avec tous ces différents rayonnements. Euh, Bah ouais, tiens, dis-moi. si on a une Ouais. minute, je vais parler de la nucléogénèse stellaire parce que c'est assez intéressant à ce niveau-là. En gros, dans des étoiles massives, type Betelgeuse par exemple, il y a des réactions de fusion nucléaire, donc on part de l'hydrogène. L'hydrogène va fusionner, ça va faire de l'hélium, qui lui-même, au bout d'un moment, va fusionner, ça va faire du carbone, etc. Ça va fusionner jusqu'à faire du fer. Et au moment du fer, qui est un noyau de masse intermédiaire, les réactions de fusion s'arrêtent, on atteint en fait un maximum. Le fer, c'est un élément particulièrement stable, on va pas pouvoir faire fusionner le fer. Donc là, l'étoile va s'effondrer sur elle-même et elle va exploser. Ça va faire une supernova. Et en s'effondrant et en explosant, elle va émettre énormément de neutrons qui vont être absorbés par ces éléments-là, qui vont faire l'ensemble des éléments de la classification périodique, donc de l'uranium, du plomb, du bismuth, enfin vraiment de tout, et notamment des éléments qui contiennent énormément de neutrons, parce qu'à ce moment-là, elle va émettre énormément de neutrons, donc ça va être des éléments qui sont très déséquilibrés en neutrons, donc des éléments qui sont extrêmement instables. Et donc ces éléments-là vont subir des réactions qui vont les rapprocher pour équilibrer le nombre proton-neutrons, qui vont progressivement les rapprocher de ce qu'on appelle la vallée de stabilité, donc avec des réactions extrêmement rapides au départ et qui ensuite vont devenir de plus en plus Ok. lentes. Non, c'est très clair. Euh, euh,
si on revient du coup au schéma, donc on a compris comment marchaient les différentes centrales. Enfin justement, on a compris comment marchait une centrale grâce à l'uranium qu'on a enrichi et ensuite transformé, fait tourner des turbines, etc. Euh, Quelles sont les différentes centrales justement qui existent? On a parlé avant aussi par rapport au Canada. Je sais qu'il y a des centrales de circuit fermé, des centrales de circuit ouvert. Est-ce que tu peux nous expliquer les différences entre ces deux types de technologies? Lesquelles sont les plus utilisées et seront les plus utilisées potentiellement dans le futur? Avant de parler, on parlera aussi des petites centrales et d'autres sujets après. Mais déjà pour ce qui existe déjà dès maintenant, pour reposer le contexte. Alors, quand tu parles de circuit ouvert ou fermé, tu parles du cycle du Bon, combustible ou tu parles du cycle cycle de de l'eau? l'eau. Ok. Alors, ça, c'est un autre Ouais. sujet. En fait, j'en parle après. Il y a plusieurs types de centrales dans le monde. En fait, il y a plein de concepts qui ont été inventés. Des réacteurs graphite gaz, graphite eau lourde, des réacteurs à eau pressurisée, eau bouillante, etc. Les réacteurs les plus utilisés au monde, c'est essentiellement le réacteur à eau pressurisée, qui est un concept américain à l'origine, développé surtout initialement pour de la propulsion navale. C'est le concept de Westinghouse. Et le deuxième plus utilisé, c'est le réacteur à eau bouillante, qui est le concept de General Electric. Euh, voilà. Après, il y a d'autres concepts. Donc, il y a les VVER russes, ça c'est du réacteur à eau pressurisée. Les anciens réacteurs soviétiques, type réacteur de Tchernobyl, c'était des réacteurs graphite. La plupart des réacteurs qui ont servi à faire du plutonium militaire, c'était des réacteurs à graphite. Les Canadiens exploitent des réacteurs Candu, Candu Canadian Deuterium Uranium, donc ce sont des réacteurs à eau lourde. Donc il y a plusieurs types de réacteurs et puis après il y a des réacteurs à neutrons rapides. Ta question portait sur les donc voilà, tous ces réacteurs ont des avantages et des inconvénients. Ta question portait sur les circuits d'eau. En fait, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans le fonctionnement d'un réacteur, une fois que la vapeur a été détendue dans la turbine, bah, elle est détendue, donc elle va pas prendre plus d'espace, donc elle va plus rien pousser. Donc là, il va falloir la recondenser. Deux options, soit on est en bord de mer, donc dans ce cas-là, on va pouvoir refroidir cette vapeur via un échangeur avec de l'eau de mer. L'eau de mer, c'est une source froide qu'on peut considérer infinie. On va pas réchauffer la mer. Enfin, il y a beaucoup trop d'eau pour qu'on Ouais. puisse réchauffer la mer. Par contre, si on est sur un cours d'eau, c'est différent. Surtout si on est sur un cours d'eau à petit débit, à petit débit. Donc là, on pourrait réchauffer le cours d'eau et ça peut poser des problèmes à la biodiversité en aval de la centrale. Donc il y a des normes de rejet thermiques pour les centrales qui sont sur des cours d'eau. Donc ce sont des normes à la fois en écart entre la température en amont de la centrale et en aval et une température maximale. Et ça implique une chose, c'est qu'en été, par exemple, quand il y a des périodes de canicule et de sécheresse, des fois, le cours d'eau, il est quasiment à la température maximale, donc ça va induire des contraintes d'exploitation pour la centrale. Ce ne sont pas des contraintes de sûreté. La centrale pourrait continuer à fonctionner, ce sont des contraintes pour la biodiversité en aval de la centrale. Donc, circuit fermé, circuit ouvert, qu'est-ce que c'est? Circuit ouvert, on refroidit directement et on rejette la chaleur dans l'environnement. Donc ça, c'est par exemple pour toutes les centrales en bord de mer, parce que la chaleur va être dissipée très rapidement dans l'eau de mer et globalement, on va pas réchauffer l'eau de mer, on va pas perturber significativement la biodiversité. Par contre, sur les cours d'eau, il y a ce risque-là, et donc ce qu'on fait la plupart du temps, et maintenant c'est obligatoire pour les nouveaux réacteurs sur cours d'eau en France, c'est avoir des dispositifs pour refroidir l'eau avant de la réinjecter. Ce sont les aéroréfrigérants, donc les tours cintrées euh, qui sont assez emblématiques des centrales nucléaires, mais qui en fait sont utilisées pour toutes les centrales thermiques. Donc les centrales à charbon ont aussi des aéroréfrigérants. Dans ces aéroréfrigérants, l'eau est vaporisée et pulvérisée en petites gouttelettes à peu près à mi-hauteur. Il y a un courant d'air qui passe par le bas de l'aéroréfrigérant et qui est aspiré naturellement. En fait, c'est un Mm. appel d'air et va remonter jusqu'en haut de l'aéroréfrigérant. Ça va vaporiser une partie de cette eau-là et par vaporisation, ça refroidit l'eau. Donc, un aéroréfrigérant consomme un peu d'eau. Ça consomme une partie de l'eau, donc à peu près 0,7 mètres cubes par seconde par réacteur.
Mais ça refroidit l'eau et ça permet de relâcher l'eau, l'essentiel de l'eau dans le cours d'eau refroidi. Donc un aéroréfrigérant va consommer un petit peu plus de 20% de l'eau qui est absorbée de l'eau qui est prélevée par le réacteur, mais le reste, par contre, est rejeté dans l'environnement à une température qui est de l'ordre de celle du cours d'eau, donc pour ne pas poser de problème à la Ok. biodiversité. Et quand on parle donc de ce type de centrales-là et les centrales dont tu parlais aussi avec les différents types de technologies, on a disons, le déchet de fin, où on parlait juste avant aussi, est le même en fait. Il y a pas de différence je sais pas, certaines centrales qui ont des déchets radioactifs moins importants que d'autres. Enfin, c'est typiquement la même réaction. Enfin, les réactions sont différentes, mais la Non. finalité est la même, quoi. Globalement, oui. La réponse simple, c'est oui. Si on veut aller chercher un peu plus dans le détail, il y a d'autres enjeux. Si on a des réacteurs de quatrième génération, donc à neutrons rapides, là, ce sera un petit peu différent parce qu'on va utiliser tous les isotopes lourds, donc ça va produire donc là, la problématique va être un petit peu différente. Et si on a des réacteurs qui peuvent être rechargés en fonctionnement, typiquement les anciens réacteurs plutonigènes qui servent à faire du plutonium militaire ou les réacteurs Candu, par exemple, euh, là, il peut y avoir des questions de risque de prolifération. En gros, si on veut faire du plutonium militaire, il faut que le plutonium ait été très peu irradié pour avoir essentiellement de l'isotope 239. Donc, quand on veut faire du plutonium militaire, on irradie très peu le combustible et il faut recharger en permanence le réacteur. Donc, les réacteurs qui sont conçus pour de la production d'électricité, c'est pas leur cahier des charges. Donc, par exemple, un réacteur à eau pressurisée tel qu'utilisé en France, le combustible, il reste 4 ans en réacteur. Donc, ça donne du plutonium de très mauvaise qualité pour des applications militaires. Par contre, quand on a des concepts qui peuvent être rechargés en fonctionnement, je pense aux réacteurs AGR britanniques, aux Candu canadiens, aux RBMK russes, etc. Là, il peut y avoir des risques de prolifération accrue sur le combustible qui sort de ces réacteurs. Donc, il faut avoir une vigilance accrue. Ok. Mais là, c'est pas tant une question de déchets qu'une question de vigilance vis-à-vis de la Ok. prolifération. Euh, Tu parlais donc juste avant de l'eau. Est-ce que du coup on a un risque de moins pouvoir utiliser le nucléaire avec toutes les sécheresses qu'on a, tous les débits d'eau qui peuvent être impactés ou autres? Est-ce on a ce risque-là qui existe avec le nucléaire qui ou pas? Oui, après c'est un risque qui est gérable. Il y a deux éléments en fait. Il y a le parc existant et les nouveaux réacteurs. Le parc existant, bon, il n'est pas éternel. Si on prend une hypothèse qui est évidemment discutable, mais de durée de vie de 60 ans pour tous les réacteurs, ça veut dire que l'essentiel des réacteurs seront arrêtés entre 2040 et 2050. Peut-être que certains feront moins, peut-être que certains feront un petit peu plus, mais Ouais, ouais. voilà. Donc c'est-à-dire que ces réacteurs-là connaîtront un réchauffement climatique qui malgré tout restera limité par rapport par exemple aux EPR qu'on va construire là et puis qui vont nous emmener 60 ans plus loin, c'est-à-dire à l'échelle du siècle. RTE montre donc a étudié ça dans les futurs énergétiques 2050 publiés en 2021. Globalement, on peut s'attendre à une augmentation des indisponibilités pour certains réacteurs, donc notamment les réacteurs sur cours d'eau qui n'ont pas d'aéroréfrigérants, parce qu'avant 2012, il n'était pas obligatoire de mettre des aéroréfrigérants sur ces réacteurs-là. Donc là, après, il y a un arbitrage économique à faire pour EDF, c'est-à-dire actuellement, on est en surcapacité l'été. Le parc nucléaire, il est dimensionné pour passer l'hiver. Donc c'est pour ça que EDF met toutes ses maintenances en été. Et en été, là, par exemple, actuellement, on exporte énormément d'électricité vers nos voisins. Donc si on doit réduire la puissance ou arrêter un réacteur, c'est pas dramatique. De toute façon, on est en surcapacité. Si par contre, on doit commencer à arrêter davantage de réacteurs dans quelques années et que la pointe de demande d'électricité en été augmente avec la climatisation, se posera éventuellement la question d'équiper ces réacteurs-là d'aéroréfrigérants pour pouvoir continuer à les exploiter. Euh, Sachant que les aéroréfrigérants, pour certains réacteurs, peuvent ne pas représenter peuvent aussi présenter des limites. Je pense notamment à la centrale de Chaux dans les Ardennes, qui est sur la Moselle, si je dis pas de bêtises.
Enfin bon, bref. Mais en tout cas, il y a un accord avec la Belgique sur un débit minimal, oui, ça doit être la Moselle, pour la Moselle. Donc là, vu qu'il y a des aéroréfrigérants, les aéroréfrigérants prélèvent de l'eau. Donc ça, en fait, c'est pour cette raison-là que Chaux est l'une des centrales les plus sensibles aux arrêts en été, parce que en gros, dès que les débits deviennent un peu limites par rapport à l'accord avec les Belges, il faut arrêter ce qui prélève de l'eau, donc la centrale. Mais globalement, pour le parc actuel, les effets devraient rester limités. Après, pour les nouveaux réacteurs, c'est quelque chose qui doit être Mm. pris en compte et qui est pris en compte avec des hypothèses de changement climatique forts. Donc là, on prend les scénarios les plus pessimistes du GIEC sur l'échelle de la centaine d'années. Donc pour les centrales en bord de mer, ça nécessite de prendre en compte notamment la hausse du niveau des mers. Et pour les centrales sur rivière, sur cours d'eau, ça nécessite de prendre en compte l'évolution des cours d'eau à ces échelles de temps avec un changement climatique fort. Donc ça veut dire que peut-être sur certains cours d'eau, on ne pourra pas mettre de centrales nucléaires pour ces raisons-là. Après, on sait exploiter des centrales nucléaires dans des endroits caniculaires ou avec un accès à l'eau limité. Par exemple, la plus grosse centrale des États-Unis, c'est la centrale de Palo Verde, au milieu du Mm. désert de l'Arizona. Il n'y a pas de cours d'eau à côté, il n'y a pas de mer à côté. Elle est refroidie avec les effluents, avec les eaux usées de la ville de Phoenix. Mais par contre, il y a 3 gros aéroréfrigérants mécaniques par réacteur. Donc après, c'est au moment de la conception qu'il faut prendre ça en compte. Ok, oui, donc en fait, ça a pas tant d'impact que ça tant que c'est pris en compte et on peut en tout cas adapter ceux qui sont actuellement en service si jamais on a des épisodes assez drastiques, que ça soit de sécheresse ou autre, quoi, en fait. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est absolument pas un non-sujet. Il y a un Mm. vrai sujet là-dessus qui doit être instruit et qui d'ailleurs est instruit notamment évidemment par EDF, mais aussi par l'autorité de sûreté nucléaire qui, dans toutes ses visites décennales, regarde à la lumière des progrès, des connaissances, de l'évolution du climat et des réacteurs, la résilience des réacteurs vis-à-vis de ça. Euh, Après, c'est pas un problème qui est insurmontable. Par contre, c'est un problème qui nécessite effectivement d'être anticipé. Euh, Avant de passer au SMR, qui est un peu un mot-clé qu'on va discuter juste après, revenir juste un peu en arrière sur le, l'uranium. Donc tu parlais, tu disais qu'on pouvait du coup l'extraire à différents endroits, on l'enrichit, etc. Est-ce qu'on a une potentielle problématique de dépendance par rapport à certains pays avec cet uranium-là, si on se projette à... bon, ça fait des échéances assez élevées, même quand tu dis on n'a pas encore utilisé la fonctionnalité d'aller chercher davantage. Est-ce qu'on a en tout cas ce risque-là qui existe de dépendance par rapport à d'autres pays, de risque de se dire bah, mince du jour au lendemain je peux plus faire fonctionner mes différentes centrales. Alors du jour au lendemain, non. Par contre, dès qu'on traite de matière, il y a forcément des dépendances plus ou moins importantes. Après, EDF, dans le cas de la France, a poursuivi une stratégie de diversification de l'approvisionnement à la fois géographique et en termes d'entreprise depuis longtemps. C'est-à-dire que EDF n'achète pas tout son combustible auprès d'Orano, même si c'est ce qui paraîtrait le plus naturel parce que c'est une entreprise française, mais elle achète aussi auprès de Westinghouse pour diversifier. Et pareil, au niveau géographique, il y a des efforts de diversification qui ont été menés. Non, il n'y a pas de risque de coupure de l'approvisionnement du jour au lendemain parce que, bah, comme j'ai expliqué, mais ça c'était quand tu as eu ta coupure de connexion. En France, on a une vingtaine d'années de stock stratégique sur le territoire, 9 ans mobilisables rapidement, 11 ans qui nécessiteraient des nouvelles infrastructures d'enrichissement. Mais donc ça, en cas de tension subite, ça permet de se retourner et il y a quand même plusieurs pays fournisseurs. Après, c'est il y a quand même des problèmes de dépendance au niveau mondial qu'il va falloir traiter. Je pense pas forcément principalement sur l'extraction de l'uranium, mais plutôt sur les services amont russes. C'est-à-dire que la Russie s'est positionnée beaucoup sur la conversion et enrichissement d'uranium. Donc la France a des capacités de production et d'enrichissement d'uranium. Par contre, les pays occidentaux, de manière générale, sont dépendants de la Russie. Notamment les États-Unis sont très dépendants des services amont russes, donc conversion et enrichissement de l'uranium. Donc les États-Unis ont adopté une loi visant à réduire leur dépendance à la Russie. Donc ils vont développer des capacités de conversion et enrichissement chez eux.
il va falloir faire la même chose aussi dans les autres pays, dans les autres pays occidentaux pour réduire cette dépendance-là. Parce que si la Russie du jour au lendemain décide d'utiliser ça, pas spécialement sur la France, mais sur l'ensemble des pays occidentaux, ça peut être embêtant. Et autre dépendance pour les pays notamment d'Europe centrale et de l'Est qui exploitent des réacteurs Mm. soviétiques ou russes. Là, il y a une dépendance à des combustibles russes, donc les assemblages de combustibles manufacturés par la Russie. Donc là, il y a une offre qui est développée par Westinghouse et par Framatome, Westinghouse américain, Framatome français, euh, pour se substituer et apporter une alternative. Mais ces offres, voilà, doivent se mettre en place à la fois pour chaque type de combustible et en termes de capacité industrielle de production à grande échelle de ces combustibles. Donc voilà, ça prend aussi quelques années à mettre en œuvre. Donc il y a quand même des choses à faire pour renforcer la résilience. Alors un sujet dont on parle beaucoup en France, c'est celui de l'uranium de retraitement. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, la France retraite Ouais. son combustible et dans ce qu'elle retraite, on récupère de l'uranium qui reste plus enrichi que l'uranium naturel extrait de la mine. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a moins d'efforts d'enrichissement à faire pour en refaire du combustible. Le problème de cet uranium, c'est qu'il ne contient pas uniquement des isotopes 235 et 238. Il y a d'autres isotopes qui sont plus radioactifs et qui nécessitent d'avoir des centrifugeuses avec des protections radiologiques, notamment pour les travailleurs. Donc en France, on n'a pas développé de capacité de conversion et d'enrichissement, on n'en a plus, pour cet uranium de retraitement. Et ce sont des volumes qui sont assez limités, donc jusqu'à présent, on avait fait le choix de sous-traiter ça à la Russie. Alors ça représente des volumes qui sont assez faibles, hein. Ce sont que quelques réacteurs de la centrale de Cruas qui utilisent cet uranium-là. Donc actuellement, il reste entre guillemets une dépendance à la Russie pour ça, mais c'est pas une dépendance stratégique pour notre Ok. approvisionnement. C'est-à-dire que si demain on décide d'arrêter de sous-traiter ça à la Russie ou que la Russie décide d'arrêter de le faire, on peut tout à fait remplacer ça par de l'uranium naturel. On garde notre uranium de retraitement de côté, le temps d'avoir une autre solution d'enrichissement, et en attendant, on utilise de l'uranium naturel enrichi dans l'usine Orano de Georges Besse II en France, et on peut le substituer. Donc voilà, c'est un sujet, mais c'est pas une dépendance stratégique pour la Ok. France. Je voulais parler maintenant d'un autre sujet, parce que là on a compris du coup ce qui existe actuellement, mais on n'a pas encore discuté disons, du présent, mais aussi des différentes technologies qui arrivent. Euh, je voulais d'abord nous parler des SMR, donc des petits réacteurs modulaires, hein, quand on parle en français. Quelle différence avec ce qu'on a mis en place, donc savoir les EPR, euh, et quelle différence ça peut d'implantation géographique, est-ce que on a des changements là-dessus, qu'est-ce que ça va potentiellement nous apporter, ces petits réacteurs, qui sont pas, j'imagine, si petits que ça. Plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à l'EPR? En fait, comme, euh, comme, euh, comme je disais tout à l'heure, ce qui coûte cher dans un réacteur, c'est de le construire et de le financer. Et donc, tout l'enjeu, en fait, c'était de faire des économies d'échelle en faisant des réacteurs de plus en plus gros. C'est-à-dire que ça coûte pas forcément beaucoup plus cher de concevoir un réacteur un peu plus gros ou de construire un réacteur un peu plus gros. On a déjà les équipes sur place, etc. Par contre, on va pouvoir l'amortir sur une production plus importante. Sauf que, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on tapait aussi à force de faire grossir les réacteurs, ça finit par devenir un défi technologique avec des réacteurs qui deviennent vraiment très gros et très complexes. Le SMR a été un peu une réponse à ça et en parallèle une ouverture à d'autres marchés. Dans le SMR, on va évidemment pas faire donc petit réacteur modulaire, small modular reactor. On va pas faire d'économie sur la taille du réacteur vu que c'est un petit réacteur. Par contre, on va pouvoir faire des économies sur la sérialisation du réacteur. C'est-à-dire que les gros réacteurs, quasiment, enfin toute leur construction, elle se fait sur site, avec énormément de pièces différentes, énormément de gens qui doivent intervenir, donc des corps de métiers très différents, des entreprises très différentes qu'il faut coordonner, etc. C'est compliqué. Et ça fait des gestions de projet extrêmement complexes.
Pour les SMR, l'idée c'est de faire le maximum de pièces en usine, le maximum d'assemblage en usine pour réduire le plus possible les étapes sur site et de récupérer dans la sérialisation en usine où on peut produire en Ouais. environnement contrôlé les pièces, euh, ce qu'on va pas avoir sur les gains d'échelle qu'on n'aura pas parce que ce sera pas un gros réacteur. Et donc ça permet aussi de simplifier le suivi qualité. C'est plus facile de faire du suivi qualité dans une usine que sur un chantier, etc. L'enjeu des SMR, c'est par contre de pouvoir en produire beaucoup parce que la pertinence économique du SMR viendra avec la sérialisation. Ça permet aussi de proposer des réacteurs à des marchés qui n'étaient pas ouverts aux gros réacteurs. Si on prend les États-Unis par exemple, les États-Unis c'est pas un pays homogène en termes de réseau électrique. Côte est et côte ouest, c'est dense, industriel et densément peuplé. Donc là, on pourrait mettre des EPR, des AP1000, etc., des gros réacteurs. Par contre, dans le Middle West est une zone peu densément peuplée, avec un réseau très distendu, très ancien aussi, avec des petites centrales à charbon qui sont dispersées. Donc si on veut remplacer ces centrales à charbon et qu'on met un EPR, ça va pas aller, il Mm. sera beaucoup trop puissant. Et puis si on allume et qu'on arrête l'EPR, on fait s'effondrer le réseau local parce que il reprendra plus que la totalité du réseau. Enfin, c'est pas pertinent. C'est pour ça que les Américains, par exemple, ont développé le concept NuScale, qui est une centrale avec jusqu'à 12 tout petits réacteurs. Alors je sais plus combien fait en puissance chaque réacteur, mais c'est vraiment tout petit. Et l'idée, c'est de pouvoir les arrêter les uns après les autres. Comme ça, la centrale, elle, ne s'arrête jamais de produire et on maintient réacteur par réacteur. En gros, ce serait comme une centrale avec plusieurs réacteurs aujourd'hui. Par exemple, je sais pas, la centrale de Gravelines à côté de Dunkerque a 6 réacteurs. Bon, on peut supposer que les 6 sont jamais ou quasiment jamais à l'arrêt ensemble parce que quand on en maintient un ou deux, bah, les autres fonctionnent. Et donc, si on a 12 réacteurs, hein, 12 petits réacteurs, bah, on peut faire ça. Il y a d'autres concepts. Les Canadiens, par exemple, qui ont beaucoup de communautés isolées dans Mm. l'Alberta, dans le Saskatchewan, etc. Des communautés minières qui sont alimentées avec du fuel qui doivent emporter par camion, par hélicoptère, enfin, donc ce qui coûte extrêmement cher et ce qui est très polluant. On réfléchit à des micro-réacteurs. Donc, ce sont vraiment des tout petits réacteurs avec des puissances de l'ordre du mégawatt pour alimenter ces communautés. Et la France a développé un concept qui s'appelle Nuward, qui vise à remplacer des centrales à charbon de moyenne puissance pour des applications électrogènes ou cogénération, c'est-à-dire faire de la coproduction chaleur, électricité, hydrogène, dessalement d'eau de mer en fonction des besoins. Donc ça permet aussi de répondre à d'autres enjeux. On parle beaucoup de l'électricité Ouais. pour le nucléaire, mais il n'y a pas que l'électricité. Et si on veut atteindre la neutralité carbone, il y a d'autres applications auxquelles il va falloir s'intéresser, notamment le chauffage urbain, dans lequel on utilise encore beaucoup de fuel et de gaz en priorité et de fuel ensuite, même s'il faut sortir du fuel avant du gaz, et la chaleur industrielle. Par exemple, si on veut faire du papier, pour sécher le papier, on utilise beaucoup de chaleur. Il y a enfin, dans l'industrie du verre aussi on utilise de la chaleur. Enfin, bref. Et donc, pour décarboner ça, le nucléaire peut représenter une solution. Et il y a des pays qui regardent ça très sérieusement. Par exemple, la Finlande, maintenant, depuis le démarrage de l'EPR de Olkiluoto, a un bouquet électrique qui est à peu près décarboné. Donc, le principal enjeu pour eux, c'est plus tant sur l'électricité que sur la production de chaleur, parce qu'ils ont beaucoup de réseaux de chaleur urbains et qui sont alimentés par des chaudières collectives à charbon. Ils aimeraient remplacer ça, notamment par du nucléaire. Et donc, eux regardent les SMR vraiment sous l'angle chaleur urbaine. Ok. Donc, les SMR permettent de répondre à des nouveaux marchés qui ne peuvent pas absorber des EPR parce que c'est trop gros, mais aussi des marchés qui ont besoin d'autre chose que d'électricité. Même en France, en fait, si on veut décarboner en profondeur le chauffage pour des villes moyennes ou grosses, il va falloir développer des réseaux de chaleur qu'on peut alimenter là où c'est pertinent avec de la géothermie, par exemple. C'est fait dans le sud de Paris, dans d'autres zones, ça c'est très bien. Pour d'autres régions pour lesquelles le potentiel géothermique est pas suffisamment important, ça peut être intéressant de se poser la question de la cogénération nucléaire. La centrale du budget, par exemple, qui est pas très loin Mm. de Lyon, donc là, a priori, enfin, EDF prévoit de mettre des EPR à cet endroit-là, donc là, se pose la question de faire de la cogénération avec des EPR. Mais pour des zones où on ne pourrait pas mettre des EPR parce qu'il n'y a pas une source froide suffisamment importante ou parce que euh,
Oui, bah, notamment pour cette raison-là, ou parce qu'un EPR serait vraiment trop surdimensionné à cet endroit-là, on peut penser à des Ok. SMR. Et du coup, pour cette partie du coup chaleur, euh, c'est du coup la chaleur qui est euh, en sortie, disons, de centrale qui va potentiellement pouvoir remplacer ces différentes fonctionnalités dont tu parlais juste avant, en fait. C'est utiliser, en fait, ces petites centrales, donc ces SMR, pour les implanter proches de certaines villes, pour justement remplacer l'autre partie enfin, la partie énergétique qui ne sera pas liée à la partie électrique, euh, et concrètement qui pourrait aussi venir du coup du nucléaire. Une centrale nucléaire, c'est une machine à vapeur. C'est-à-dire que il y a globalement sur toute la chaleur produite par les réactions de fission, il y en a deux tiers qui sont perdus et un tiers qui va être converti en électricité. Ça, c'est le rendement des machines à vapeur. C'est pareil pour les centrales à charbon. Si on fait de la cogénération, on va pouvoir récupérer une partie de sa chaleur. Donc généralement, on récupère ça juste après la turbine haute pression et avant les turbines basse pression, peu importe. Ça va réduire un petit peu la production d'électricité, mais ça va permettre en énergie de récupérer beaucoup plus que ça en termes de chaleur. Donc ça améliore l'efficacité de la centrale. Et donc après cette chaleur-là, on peut la mettre dans un réseau de chaleur. Maintenant, on sait transporter sans problème de la chaleur sur plusieurs dizaines de kilomètres. Donc on n'est pas obligé de mettre le réacteur en centre-ville. Hein. On le met quand même Chez vous, euh, directement chez vous. un peu, un peu éloigné, mais on peut transporter la chaleur et enfin je le précise, c'est enfin du circuit de chaleur, c'est pas l'eau qui a été en contact avec le combustible. Il y a plusieurs circuits entre le circuit primaire qui est en contact avec le combustible et l'eau qui serait dans un réseau de chaleur. Ouais, et ça, cette cogénération-là, on le fait actuellement. On l'utilise beaucoup avec les EPR. Alors, il y a en France un petit peu, mais c'est très marginal. Il y a notamment à Gravelines un peu de chaleur de la centrale de Gravelines qui sert à réchauffer le GNL qui est importé au terminal GNL de Dunkerque. Parce que le gaz naturel liquéfié, donc qui est du gaz liquéfié par refroidissement, par cryogénie à moins 161 degrés, euh, quand on le regazifie dans un terminal, généralement on brûle une partie de ce gaz pour réchauffer le reste du gaz, ce qui aggrave encore l'empreinte carbone du GNL. Euh, au niveau du terminal GNL de Dunkerque, vu qu'il y a la centrale nucléaire juste à côté, il y a une dérivation de chaleur qui a été faite pour réchauffer ça. Je crois à vérifier qu'il y a aussi quelques serres qui doivent être chauffées avec de la chaleur, mais ça, ce sera à vérifier. Après, en France, c'est pas très répandu. En Russie, il y a plus d'usage en cogénération du nucléaire. Ok, donc parce qu'on a besoin de ça. Après, c'est aussi parce que, par exemple, les réseaux de chaleur n'ont jamais vraiment été développés. Ouais, mais en gros, ça n'a pas suffisamment été développé, mais comme tu disais, en fonction des différents marchés, le SMR peut, enfin le PR aussi, mais le SMR aussi par la Mm, suite peut pouvoir peut mm, répondre à ce type de besoin-là, d'apporter aussi mm. cette génération de chaleur et du coup de pouvoir aussi décarboner, enfin d'utiliser moins d'énergie fossile concrètement. Euh, Ouais, quelque chose ouais, qui est important là-dessus, non mais excuse-moi t'as raison. si je te coupe, c'est que pour la décarbonation, il va falloir penser en dehors de la poursuite des trajectoires passées et penser les sources d'énergie bas carbone de manière un peu renouvelée. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a utilisé du nucléaire que pour faire de l'électricité à présent qu'il faut penser le nucléaire que pour faire de l'électricité. Ce serait, à mon sens, une erreur à minima, de ne pas réfléchir quand on va faire le programme EPR à des questions de cogénération. Alors, peut-être qu'à certains endroits c'est pas pertinent, je sais pas, j'ai pas fait les études, mais que ce soit Panly, Gravelines et le budget, où on va construire les premiers EPR, il faudrait se poser la question, est-ce qu'il y a une pertinence ou non à faire de la cogénération? Et pareil pour les autres, pour les futurs réacteurs qu'il y aura. Parce que, encore une fois, atteindre la neutralité carbone, l'électricité, ça va jouer un rôle Mm. accru à l'avenir, mais ce ne sera jamais la totalité de l'énergie qu'on va consommer. On va encore avoir besoin de chaleur bas carbone, et pour chauffer des villes, ça peut être très intéressant
utiliser aussi de la chaleur nucléaire, parce que la contribution à la thermosensibilité du système électrique sera inférieure aux pompes à chaleur. Les pompes à chaleur sont très intéressantes, mais elles contribuent malgré tout à la thermosensibilité du système électrique, c'est-à-dire que quand il fait très froid, ça va tirer davantage d'électricité, c'est-à-dire qu'il faut davantage de capacité de production d'électricité. Ce qui est quand même un peu problématique. Si on développe aussi du chauffage avec de la cogénération, on va réduire cette thermosensibilité. Donc ça, c'est intéressant. Puis, donc on a cette technologie-là des SMR qui peut potentiellement se développer. On a aussi, je vais en parler brièvement avant de parler d'un autre sujet aussi, euh, de l'autre technologie qui existe où on en parle énormément, à savoir de la fusion. Juste brièvement, hein, parce que l'idée c'est pas de faire un épisode sur la fusion. Euh, Pourquoi est-ce que c'est aussi intéressant cette technologie-là? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi intéressante et surtout à quelle échéance? C'est plus ce sujet-là que j'aimerais aborder. À quelle échéance on peut imaginer utiliser ce type de technologie qui est du coup différente de la fission? Il y a deux types de réactions nucléaires. Il y a la fission, donc on fissionne des atomes lourds et instables, ou on va fusionner, ou alors on peut faire fusionner des atomes, des atomes très légers. Et les deux réactions vont produire de la chaleur. La fission, c'est assez simple à faire. On maîtrise depuis longtemps la fusion. C'est ce qui se passe dans les étoiles. Le problème, c'est qu'il faut atteindre des températures qui sont extrêmement élevées. La température dans un réacteur à fusion nucléaire pour produire de l'électricité, c'est de l'ordre de 100 millions de degrés. À ces niveaux de température, c'est bien supérieur à la température, c'est très supérieur à la température au milieu d'un bâton de dynamite quand on le fait exploser. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait exploser un bâton de dynamite? La matière veut se déconfiner. Elle veut prendre le plus d'espace possible pour se refroidir. Donc en fait, l'enjeu, quand on veut faire de la fusion nucléaire, ça va être de réussir à garder la matière à un endroit. On ne peut pas la garder dans un endroit avec des parois solides parce que alors il y a extrêmement peu de matière dans un réacteur à fusion nucléaire. Donc c'est pas un enjeu de sûreté, c'est plutôt un enjeu de matière qui va se refroidir instantanément. En fait, à ces températures-là, la matière est sous forme de plasma, c'est un gaz ionisé. Et donc, si on essayait de la confiner dans, je sais pas, dans une enceinte en acier, dès que le plasma touche l'acier, il se refroidit. C'est un peu comme si on lâchait une goutte d'acier en fusion sur la banquise. C'est pas la banquise qui va fondre, c'est la goutte d'acier en fusion qui va se refroidir. Donc en fait, toute la difficulté, c'est d'essayer de maintenir ce plasma pendant la réaction de fusion, de le maintenir confiné sans qu'il touche une paroi solide. Donc il y a plusieurs méthodes pour ça. La méthode qui est la plus étudiée, c'est le confinement magnétique, c'est-à-dire qu'on va faire tourner les molécules de plasma, donc les atomes de plasma qui sont chargés, donc c'est un gaz ionisé, on les fait tourner autour de lignes de champ magnétique circulaires, et donc comme ça, en fait, il essaie de se déconfiner en allant à toute vitesse, mais il tourne en rond, donc il reste au même endroit. C'est pour ça que les tokamaks, ITER par exemple, ont une forme Ok. de donut, c'est parce qu'on fait tourner les particules. Pourquoi est-ce que je disais ça Non, Ta pour question expliquer du coup c'était la sur... différence et surtout aussi Oui. quelle différence du coup technologique. Donc là, on comprend la différence de technologie, mais aussi du coup pourquoi est-ce qu'on en parle autant de cette Ah oui. partie-là et Est-ce à que quelle c'est... échéance on peut imaginer avoir ce type de technologie utilisée. Alors, est-ce que c'est intéressant? Et puis l'échéance. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est parce que globalement, ce sont des réacteurs qui seraient intrinsèquement sûrs. Tu peux pas avoir d'accident grave avec un réacteur comme ça. Tu perds complètement le confinement, bah tu perds ton plasma, mais le réacteur peut pas exploser. En fait, il y a très peu de matière. Encore une fois, si tu perds le confinement, ton plasma se refroidit instantanément. C'est pas sûr, le problème, c'est plutôt la difficulté de protéger ton plasma que de protéger le reste. Alors il y a quand même un peu d'irradiation des parois, mais c'est pas grand chose et donc tu produis très peu de déchets radioactifs. Euh, il y a un argument qui est souvent mis en avant, mais qui pour moi est un argument qui est assez peu pertinent, c'est la matière première est disponible de façon quasiment illimitée. Mais ça, c'est aussi vrai en fait du nucléaire si on considère les réacteurs de quatrième génération. Et c'est pas ça qui va permettre de déployer de façon extrêmement massive la fusion nucléaire, même si les réacteurs
les concepts étaient déjà disponibles aujourd'hui, c'est pas ça qui permettrait de les déployer de façon massive. Un réacteur de fusion nucléaire aurait à peu près les mêmes désavantages sur ce point qu'un réacteur à fission. C'est quelque chose qui resterait technologiquement complexe, une installation capitalistique, qui coûte cher à construire, peu exploiter, et qui produira en plus de façon centralisée de la chaleur et de l'électricité. Donc c'est bien pour certains usages, moins pour d'autres. C'est pas ça qui permettra d'avoir des carburants liquides pas chers qui permettent de faire tout et n'importe quoi. Donc il y a quand même un certain nombre de limites. Sur les délais, là, il y a deux voies globalement. Il y a la voie des projets internationaux avec ITER et puis ensuite qui aboutira au démonstrateur démo. Et ça devrait nous donner la fusion nucléaire en fin de siècle. Donc c'est pas du tout une solution pour le problème de décarbonation qui nous occupe actuellement. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire de recherche parce que c'est bien aussi de faire la recherche pour nos descendants. Si on la fait pas, ce sera jamais prêt. Donc là, de manière on va dire assez altruiste, il faut faire cette recherche pas pour nous mais pour les générations futures. Il est possible, mais c'est pas du tout garanti, que ça aille plus vite via des startups. Parce qu'il y a des startups qui maintenant ont des financements assez colossaux, de l'ordre du milliard d'euros, qui voient le jour. Et l'avantage des startups par rapport aux projets internationaux, c'est qu'elles peuvent aller beaucoup plus vite et intégrer des progrès technologiques bien plus rapides sur les Mhm. supraconducteurs, par exemple, donc les matériaux qui permettent de faire les aimants. Une startup qui se crée aujourd'hui, elle va prendre le meilleur matériau sur le marché, tandis que les projets internationaux qui sont conçus, discutés, séquencés sur le long terme dans des consortiums de différents pays, sont beaucoup plus inertiels. Donc on est sûr de pouvoir arriver à nos fins avec ces projets-là, mais ça va plus lentement. Après, il y a d'autres projets qui peuvent aller plus vite, mais c'est beaucoup moins certain. Ok. Bon, de toute façon, on reste dans tous les cas dans Voilà. des ordres de grandeur qui sont assez lointains. Bon, tu dis avec ces différents Oui. projets à la fin du siècle, mais même les startups, il y a encore un peu de temps. C'est quand même une technologie qui est pas du Mm. tout finalisée en fait pour l'instant. Donc on est quand même Mm. assez loin de tout ça. Euh, donc du coup, tu disais juste avant que l'une des problématiques du nucléaire, c'était du coup cette partie capitalistique. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui font qu'on peut pas arriver à développer autant le nucléaire qu'on le souhaiterait? Mm. Ouais, ça c'est une bonne question parce que souvent quand on parle des limites du nucléaire, en fait, les arguments contre le nucléaire, de mon point de vue, sont ceux qui sont le plus mis en avant sont pas les bons. On parle beaucoup des déchets. Pour moi, je vais être un peu choquant, les déchets c'est un avantage du nucléaire. Pas que les déchets existent, mais la façon dont ils sont traités. Les déchets dans le nucléaire sont gérés pour ne pas présenter de menaces pour l'environnement ou la santé humaine. Ça fait partie des rares déchets industriels à être gérés, contrairement au CO2 des combustibles fossiles qu'on rejette directement à l'atmosphère et qui causent des problèmes absolument majeurs de réchauffement climatique. Sans parler de la pollution de l'air et tout ça. Donc ça, c'est pas un non-problème, il faut que ce soit géré sérieusement, mais c'est gérable. Et en ça, ça donne un avantage au nucléaire, par exemple, par rapport aux combustibles fossiles. La question du risque d'accident, elle existe aussi pareil, mais elle est gérable. Et c'est quelque chose, le risque, en fait, c'est quelque chose avec lequel on vit dans toutes les industries, même si on le voit plus dans certaines industries que dans d'autres. Il y en a avec les barrages hydrauliques, avec l'industrie Hmm. chimique. Euh, L'enjeu, c'est de réduire le plus possible ce risque et de le contrôler pour réduire la probabilité d'occurrence et les conséquences en cas d'occurrence. Par contre, le nucléaire a des difficultés qui sont pas forcément celles qui sont mises en avant. C'est pas que c'est une énergie chère. Le nucléaire, c'est une énergie qui est pas très chère. C'est une énergie qui est capitalistique. Et ça, c'est différent. C'est-à-dire que il faut être capable de débourser en amont la quasi-totalité de l'argent. C'est-à-dire, en gros, ce qui coûte cher dans le nucléaire, c'est de construire et de financer la construction. Donc, mettre plusieurs milliards sur la table pour une construction qui va durer plusieurs années. Et après, c'est après plusieurs années que ça va commencer à produire les premiers mégawattheures et à rembourser. Et ça, dans le système de financement et notamment privé actuel, c'est extrêmement compliqué. Les investisseurs privés ont beaucoup de mal à se projeter au-delà de 6 mois, un an. Et donc, ce sont des projets qui sont très compliqués à financer. Je prendrai l'exemple de la Pologne. La Pologne, ça fait longtemps qu'ils sont favorables au nucléaire, mais ça fait longtemps qu'il se passe rien parce que ça fait longtemps qu'ils veulent pas faire le chèque. Et donc, et la Pologne, c'est pas un pays pauvre, hein. C'est pas peut-être pas le pays le plus riche de l'Union européenne, mais c'est un pays industriel, quand même relativement riche. Et ça a été un frein majeur. Et donc, et ça, c'est un des avantages des énergies renouvelables par rapport au nucléaire. C'est aussi très capitalistique, les énergies renouvelables. Globalement, une éolienne, ce qui coûte cher, c'est de la construire, c'est pas Hmm. de l'exploiter. Par contre, une éolienne, vu sa plus petite puissance, permet de fragmenter beaucoup plus l'investissement. On n'est pas obligé de construire 1,6 gigawatt d'éolien d'un seul coup.
on peut construire 10 éoliennes, puis 10 éoliennes, puis 10 éoliennes. Ça permet de fragmenter l'investissement et de le rendre plus digeste. Donc même si et en plus bon les délais, alors ça dépend des énergies renouvelables, mais les délais peuvent être aussi un peu plus courts. C'est pas forcément vrai pour l'éolien en mer, mais donc ça permet de rendre la chose plus accessible pour les investisseurs privés. Mais donc pour le nucléaire, si on veut qu'il se développe, il va falloir aussi gérer ça avec une plus grande participation des États et aussi un partage des risques. Alors il y a des schémas de financement qui existent à ce niveau-là entre les États et le privé si on veut faire rentrer du capital privé dans les financements des réacteurs parce que les États ne veulent pas l'assumer. C'est ce que les Britanniques, par exemple, essaient de faire. Donc, par exemple, partager ne serait-ce que les risques politiques, c'est-à-dire si un investisseur se met là-dedans, si le gouvernement décide de sortir du nucléaire, bah, que ce soit le gouvernement qui assume les coûts de l'actif échoué dans le cas, enfin, donc l'investisseur privé qui aura commencé à construire sa centrale, que ce soit pas à lui de payer ça. Et donc il y a des choses comme ça qui peuvent permettre de faire baisser le coût du capital et de rendre l'investissement attractif pour des investisseurs privés. Donc là, il y a un gros enjeu là-dessus. Et pour les pays occidentaux, il y a aussi des enjeux industriels. Alors quand je dis occidentaux, là c'est plus européen d'ailleurs. Il y a des enjeux industriels. Et quand je dis industriel, c'est pas industriel de compétences. Le, la France, par exemple, c'est fortement Mm. désindustrialisé. Et donc, si on veut relancer des programmes, et pas que dans le nucléaire, d'ailleurs dans le secteur photovoltaïque, les batteries, les électrolyseurs, enfin tout ce dont on parle quand on parle de relocalisation de l'industrie, il faudra des compétences. Et ça, c'est pas forcément l'ingénieur en neutronique, l'ingénieur en cycle du combustible. Ceux-là, on va les former. Il y a pas trop de difficultés là-dessus. Il peut y en avoir, mais ça va être tous les gens qui font tourner les usines, les techniciens, les ouvriers qualifiés, les électrotechniciens, électromécaniciens, soudeurs, chaudronniers, etc. Tous ces profils-là dont on a besoin pour faire tourner, pour concevoir, construire et faire tourner des usines, et qu'on a du mal à former parce que on a réussi à faire passer le message aux jeunes que les services c'est beaucoup mieux que l'industrie c'est sale, et donc en fait on a du mal à attirer les jeunes vers l'industrie en général. Et donc ça c'est une vraie difficulté si on veut même au-delà du nucléaire créer une industrie du solaire photovoltaïque en Europe. Bah, c'est pareil, ce sont des profils dont on aura besoin. Maxence, je te propose d'en rester là, de terminer par les questions de fin. Déjà, je voulais te remercier pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui hein, sur le nucléaire, pour mieux comprendre le sujet, que ça soit énergétique, mais également sur cette thématique-là. Je vais commencer Avec plaisir. par la première question. Est-ce que tu as un contenu à nous partager que tu recommanderais du coup aux auditeurs et auditrices? Alors, vu que l'échange a porté essentiellement sur le nucléaire, je vais conseiller un livre sur le nucléaire qui est un petit livre écrit par un chercheur Ok. belge, Didier de Buist, qui est Le nucléaire, genèse, opportunités et défis. Alors, c'est pas tant un livre sur l'industrie nucléaire que sur l'énergie nucléaire en tant que telle. Qu'est-ce que c'est, d'où vient l'énergie nucléaire, comment est-ce qu'elle a été découverte, comment est-ce qu'elle a été développée. Alors, il y a évidemment une partie du livre qui explique comment c'est exploité dans les réacteurs actuels. Mais c'est bien pour comprendre en fait ce qu'est l'énergie Très nucléaire. bien, moi Un petit livre sans je pédagogie. mettrai le lien dans la description. Est-ce que tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens? Ça c'est une bonne question qui est pas évidente. Sur les questions écologiques, environnementales, climatiques, énergétiques, se méfier des positions radicales à l'emporte-pièce. Alors je dis pas qu'il faut pas de radicalité, mais ce sont des sujets qui sont complexes, qui sont systémiques. Bien se renseigner avant, essayer de comprendre les systèmes. Il n'y a aucune énergie qui est parfaite ou qui est démoniaque, et donc il faut essayer de comprendre les avantages, les inconvénients et sans préjugés pour se faire une idée. Il n'y a pas l'énergie du mal et l'énergie du bien. Les énergies renouvelables ont des avantages, elles ont des déchets. Le nucléaire a des avantages, il y a des déchets. Les énergies fossiles ont des avantages, ils ont des déchets. Et pour certaines raisons, épuisement, il va falloir se passer des énergies fossiles, mais ça va pas être évident. Et donc vraiment essayer d'avoir une vision un peu nuancée, non manichéenne de ces questions-là. Si on arrive à ça, le débat sur l'énergie s'emportera beaucoup On est mieux. bien d'accord. Et Et surtout ne pas instrumenter ça sous un angle politique. Je suis dans l'équipe pro-éolien anti-nuc, je suis dans l'équipe pro-nuc anti-éolien. Enfin, c'est contre-productif au ouais. possible.
C'est aussi pour ça l'objectif de pouvoir faire différents podcasts sur ces thématiques-là, parce que c'est pour, Mm. comme tu dis, il faut comprendre la globalité, sinon c'est difficile enfin, de comprendre vraiment concrètement le sujet. Mm. Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast? Et ça, c'est une bonne question parce que j'en ai plusieurs en fait. Donc, si c'est sur des questions, surtout, alors je vais me limiter à deux, ce qui est déjà plus que un. Si c'est sur des questions d'énergie, de mobilité, Aurélien Bigot est très Ouais. bien. Il a écrit un petit livre là-dessus, pareil dans la collection Faker Note qui s'appelle Voiture, qui est très bien et c'est quelqu'un d'extrêmement Je te confirme, j'ai rigoureux. j'ai déjà reçu. Qui Donc c'est élabore. bien, hop, ça t'en Ah, enlève un du bah coup. dans ce cas-là, Hop là, si tu l'as déjà moins un. reçu, il n'y a pas besoin, c'est qui me permet de libérer la place pour quelqu'un d'autre. Donc, Kako Linda Ok, Naitali, qui est une chercheuse, enfin une experte en matériaux et, et très bonne vulgarisatrice aussi sur ces questions-là, donc les questions de matériaux, que ce soit les matières plastiques ou les matériaux pour le BTP. Donc dès qu'on parle d'écologie, d'environnement ou de réindustrialisation, il y a les questions des matériaux sont très importantes et c'est quelqu'un de très bonne ok, pédagogue très bien. Bah, sur ces je la questions. contacterai. Merci beaucoup. Merci pour ce conseil. Si on souhaite te retrouver, Maxence, où est-ce qu'on peut le faire? Alors, je suis présent sur LinkedIn où je publie pas mal de contenu, aussi sur Twitter, même si vu l'évolution du réseau, je sais pas si j'y resterai encore très longtemps. Et ouais, après je donne des conférences par-ci par-là, mais bon, c'est là, c'est plus difficile de dire. Et le bouquin Exactement. dont tu parlais tout à l'heure, Énergie, publié chez Tana Édition, la collection Faker Exactement. Note. Moi, je mettrai les différents liens pour te retrouver. Merci une nouvelle fois, Maxence, pour ton temps aujourd'hui, pour tout ce que tu nous as expliqué aujourd'hui et vulgarisé plus concrètement. Merci beaucoup. Merci à toi Antoine. Bonne soirée.